Bonjour, nous sommes le 11 novembre 2021 et troisième dans la série que nous avons commencé, Stéphanie Carmavon et moi, à parler de questions de psychothérapie. La première fois, elle était mon invitée, nous avons parlé de la dépression. La deuxième fois, nous avons lancé une série qui s'appelle Paul et Stéphanie, où nous allons continuer à parler de différents types de techniques de psychothérapie, la psychanalyse de mon côté, l'hypnose du côté de Stéphanie. Et pour embrayer aujourd'hui, je voudrais qu'elle revienne sur ce qu'elle nous avait expliqué la première fois, sa sortie de dépression, et on avait élaboré, je lui avais posé des questions à ce sujet-là la seconde fois, mais maintenant nous voulons, aujourd'hui, nous avons l'intention de comparer un petit peu différents types de techniques qui sont possibles face à la dépression, au burn-out, des choses de cet ordre-là, et là, nous n'avons pas exactement la même formation, et nous avons des points de vue théoriques pour interpréter ce qui se passe, ou ce qui n'arrive pas à se passer, qui sont un peu différents. Nous allons essayer d'illustrer ça. Voilà. Alors, pourrais-tu, pour commencer, nous expliquer ta sortie de la dépression et cette fois-ci, nous expliquer les différents stades de cette sortie? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Donc du coup, je vais vous expliquer comment je suis sortie de la dépression. Donc je vous ai parlé du psychiatre qui m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que du coup c'était vraiment ma relation qui posait problème. J'avais tout évalué autour, c'est-à-dire la famille, les amis, au niveau professionnel, enfin tout avait été vu, tout avait été mis en lumière et en revue à mon niveau. Simplement, je voulais absolument pas voir que c'était le couple qui posait problème, peu importe. Le psychiatre, du coup, m'a fait réfléchir, donc je me suis sortie de cette histoire. Par contre, pas de la dépression, c'est-à-dire que j'avais toujours un état dépressif qui était très important. Du coup, j'ai décidé d'essayer une nouvelle méthode qui s'appelle le magnétisme, qui m'a sorti effectivement très 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 rapidement, puisque en une séance, je suis sortie de mon état, j'ai retrouvé ma flamme comme je vous ai parlé dans les autres vidéos. Cette image de la flamme intérieure. Oui, j'ai vraiment ressenti cette flamme à nouveau, voilà. Donc qui permet de continuer du coup sa vie, tout simplement. De reprendre sa vie d'une certaine manière. Par contre, on reprend sa vie, on est à nouveau plutôt bien, je vais dire. Par contre, je me suis rendu compte que comme j'avais pas été soignée à l'intérieur mes blessures profondes, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai revécu mes schémas. Voilà. Donc, je suis retombée sur quelqu'un qui était toxique, forcément. Donc bon, à force de retomber dans des schémas récurrents comme ça, du coup, j'ai fait ma propre analyse de tout ça. Je suis allée voir en profondeur et effectivement, le magnétisme m'a permis de sortir de mon état dépressif. Par contre, c'est bien d'aller voir à l'intérieur. Oui, et c'est là bien entendu que la psychanalyse intervient comme un autre type de psychothérapie, dont le principe est celui de l'anamnèse, donc de la remémoration de son histoire. Pourquoi? Parce que dans l'histoire d'un être humain, et particulièrement durant l'enfance où nous commençons à apprendre des choses, c'est le moment des malentendus. Nous pouvons ne pas comprendre ce que disent les adultes, nous pouvons comprendre les mots autrement que ce qu'ils veulent dire, et on s'en rend compte par la suite. Il y a des tabous dans ce que disent les parents aussi. Les enfants le perçoivent rapidement, qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler. Et il y a aussi ce mécanisme de défense qu'on appelle le refoulement, qui est que les événements qui nous ont véritablement atteints, sauf quand ce sont des traumatismes qui nous réveillent véritablement la nuit, nous les refoulons. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là dans la mémoire, ils sont cachés, mais d'une certaine mesure, le fait qu'ils soient cachés, que, comme dit Freud, un tabou a été déposé sur eux, ça perturbe tout l'ensemble. Par exemple, il y a des choses que nous ne pouvons plus dire, simplement parce qu'il y a un mot de manière centrale sur lequel nous avons mis un tabou et dont nous ne pouvons pas parler.
Une très belle image de Freud à ce propos-là, c'est l'image de ses promenades dans les Alpes. Alors il disait la chose suivante, il disait en été, je peux me rendre du village de X au village de Y en une demi-heure en suivant simplement le cours de la vallée. Mais si je me rends dans ce village au printemps, la fonte des glaciers, la fonte des neiges fait que je dois marcher 2h30 pour aller par le col, pour redescendre dans la vallée de l'autre côté, parce que la vallée est complètement inondée. La vallée complètement inondée, c'est la névrose, c'est le tabou qui a été déposé, et on est obligé de faire le passage par le col qui prend 2h30 au lieu de la demi-heure durant l'été. Donc, la différence entre la surface et la profondeur. Et il y a des choses qu'on peut essayer de résoudre en surface, mais le problème reste en profondeur, et donc il est d'une certaine manière enquisté, et c'est donc par la remémoration que on parvient à faire venir ça en surface et à s'en débarrasser. Il y a d'une certaine manière une érosion de la valeur d'affect qui est autour. Toi, tu es hypnothérapeute. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ce que c'est que cette technique que tu utilises? Oui, bien sûr. Donc l'hypnose, c'est ni plus ni moins un état modifié de conscience. Donc voilà, on peut l'atteindre seul en auto-hypnose. Maintenant, c'est vrai qu'avec un professionnel, on va vraiment en profondeur. Alors, moi, j'utilise une technique où, évidemment, je fais parler la personne. Du coup, on va des fois, on va dans l'enfance. Elle me parle de tout ce dont elle a envie de me parler, et j'insiste sur le fait d'avoir des détails pour pouvoir parler au subconscient, la partie du coup qui régit vraiment notre vie. Et après, on utilise tous les événements qui se sont mal passés pour du coup aller voir en profondeur et rejouer l'histoire, on va dire. Voilà. Donc par des suggestions évidemment, mais aussi en coupant des liens toxiques, en coupant des liens d'attachement. Alors on coupe jamais l'amour, mais par contre, couper un lien d'attachement énergétiquement permet du coup de se détacher et du coup d'être soi-même, sans les croyances de la personne, sans l'affect qu'a pu mettre la personne sur soi, etc. Voilà. Il y a une autre technique que j'utilise aussi qui s'appelle le rythmo. Donc évidemment, c'est une méthode qui gère le stress post-traumatique et qui va tout simplement désassocier l'émotion du traumatisme, de la phobie, etc., qui va permettre donc de désassocier, de libérer l'émotion pour pouvoir digérer le traumatisme, la phobie, les mauvaises croyances, etc. Donc en changeant du coup sa croyance intérieure, forcément, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? On a des nouvelles expériences beaucoup plus agréables. Très bien, c'est très encourageant. Une chose que je voudrais dire, c'est revenir un peu sur le point de vue historique, parce que vous le savez sans doute, et contrairement à des bruits qui circulent, Freud était un savant. C'est un des grands savants de la fin du 19e siècle et du début du 20e. C'est quelqu'un qui a étudié avec les meilleurs professeurs dans les approches les plus scientifiques de l'époque. Il s'intéressait beaucoup, c'est l'époque où on découvrait le fonctionnement du neurone. Au moment où Freud élabore sa théorie, le mot synapse n'existe pas encore, il sera inventé quelques années plus tard par Sherrington, mais des notions qui sont très courantes maintenant, comme le renforcement est bien, le fait que quand quelque chose s'est passé, eh bien d'une certaine manière, la fois suivante, ce sera plus simple de retourner au même endroit. Hebb, c'est dans les années 30 ou les années 40, et en fait on parle déjà de cela à l'époque de Freud. C'est un Allemand, c'est Fechner qui a découvert ça un demi-siècle avant Hebb, mais vous connaissez les problèmes entre l'Amérique et l'Europe. L'Amérique réinvente des tas de choses que les Européens savaient déjà et leur donne des nouveaux noms. Alors, dans l'histoire de la psychanalyse, il y a un rapport au magnétisme en fait, et un rapport également à l'hypnose. Mais c'est considéré comme des étapes qui ont été dépassées. Pourquoi ?
Eh bien, parce que le magnétisme, c'est associé au nom de Mesmer. Voilà, Mesmer, c'est le grand inventeur du magnétisme, et c'est la coqueluche des salons de la fin du 18e siècle, l'époque qui précède de très peu la Révolution française. On fait du magnétisme dans tous les salons, on guérit les gens, on fait venir des esprits aussi, c'est associé au spiritisme. Et Puységur dit non, ça n'existe pas, tous ces ondes n'existent pas. En réalité, ce qui a lieu, c'est de la suggestion. Et il invente d'une certaine manière, et Bernheim en particulier, la technique de l'hypnose, en disant tout ce qu'on peut faire avec des ondes et des énergies, on peut le faire en réalité par l'hypnose, c'est-à-dire, voilà comme on le sait, en suggérant une personne et en la faisant passer par la suggestion à un état second, comme on dit, un état second, un autre mode de conscience où en particulier la volonté semble fort déconnectée. Alors, il faut bien dire que Freud utilise l'hypnose au départ. Et en particulier Breuer, avec qui il travaille, enfin ils travaillent séparément, mais il compare leurs découvertes, et il publie en particulier un livre qui s'appelle, c'est mon souvenir, 1895, Études sur l'hystérie, qui sont des textes et de Freud et de Breuer. Et il se fait que Breuer, lui, découvre par une de ses patientes une autre manière de résoudre des problèmes que l'hypnose permet de résoudre. Et c'est par la parole. C'est une fameuse patiente qui s'appelle Bertha Pappenheim et qui, dans la littérature psychanalytique, a été appelée, bien entendu, d'un pseudonyme, Anna O, qui explique à Breuer que toutes ces histoires d'hypnose et de machin comme ça, pour guérir, elle a trouvé une autre méthode, c'est simplement de parler. Elle appelle ça, un de ses symptômes, c'est que c'est une patiente viennoise, un de ses symptômes, c'est qu'elle prétend, ou qu'elle, de bonne foi, croit qu'elle ne peut plus parler l'allemand, elle ne parle que l'anglais avec Breuer. Elle appelle ça la talking cure, la cure par la parole. Et quand elle explique à Breuer comment ça marche, elle emploie l'expression chimney sweeping, c'est du ramonage de cheminée. Quand on parle chez moi à l'intérieur, ça ramonne, ça permet que tout sorte. Et donc Breuer se trouve lui avec deux techniques, l'hypnose qu'il utilise et la talking cure, l'anamnèse, la psychanalyse qu'une patiente invente devant lui. Un petit mot à propos de cette Bertha Pappenheim, parce que c'est un personnage important, c'est une femme qui s'attaque véritablement à ce qu'on appelle le trafic autour de la prostitution, ce qu'on appelle la traite des blanches à l'époque, et c'est une femme qui va dans les quartiers, c'est extrêmement dangereux, aller enguirlander les gens et essayer d'intervenir véritablement sur le terrain. Mais au moment où elle rencontre Breuer, elle a des symptômes extrêmement graves. Elle a un dédoublement de la personnalité. Elle a des paralysies hystériques, c'est-à-dire qu'elle a des paralysies qui sont fonctionnelles au sens de pas organiques, c'est pas véritablement là. Et Breuer, il faut bien dire, Breuer laisse tout ça assez déraper. Il y a un moment il y a des remises en question, est-ce que ça a lieu véritablement? Mais enfin, il y a quand même plusieurs témoignages qu'à un moment donné, il y a une pregnancy, comment dit-on en français? Le fait d'être enceinte, c'est une... Ah oui, le fait d'être enceinte, comment dit-on en français? Bon, le fait d'être enceinte, oui. Une grossesse, ah oui, voilà. Il y a une grossesse nerveuse, comme on dit, et elle prétend qu'elle a un enfant de Breuer. C'est-à-dire que cette question du transfert, du rapport entre le patient et le psychanalyste n'est absolument pas maîtrisée par cela. Et Freud prend ses distances par rapport à tout cela et il élimine l'hypnose. Il élimine tout ce qui est de l'ordre de la suggestion. Il retient la technique de la cure par la parole. Pourquoi? Parce qu'il a le sentiment que dans beaucoup de situations où on lui raconte des choses, que c'est en fait c'est de la suggestion qui a été faite à la patiente ou au patient et qu'on ne peut pas distinguer. Donc ne mêlons pas une méthode qui est une bonne méthode parce qu'il l'a utilisée lui-même, l'hypnose, mais il a l'impression qu'elle n'est pas vraiment maîtrisée.
Tandis que dans la parole, c'est la parole du sujet. Bon, il peut se tromper, il ou elle peut se tromper, mais c'est quelque chose qui lui vient certainement pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui est intervenu et qui, d'une certaine manière, lui a imposé ce type de représentation. Voilà, donc simplement pour dire, magnétisme, hypnose, psychanalyse, tout ça est considéré comme faisant partie de l'histoire de la psychanalyse, comme étant des stades qui ont été dépassés dans cette représentation-là. Et du coup, je me tourne vers toi. Quand tu utilises des mots comme onde, énergie, quel statut est-ce que ça a dans ta représentation et de quelle manière peut-on distinguer cela de ce qu'on appelle l'effet placebo? Bon, l'effet placebo, c'est donc le fait que, prenons un exemple, dans des essais qui sont faits sur de nouvelles substances, on va donner à la moitié des personnes dans un échantillon véritablement le nouveau médicament qu'on a trouvé. À d'autres, on va leur donner des pilules qui sont de la farine avec du sucre ou quelque chose comme ça. Et on va regarder, dans le cas de la maladie qu'on essaie de guérir, ce qui va se passer. Et l'effet de placebo, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont guérir simplement à partir du sentiment qu'ils ont pris un médicament. Et c'est l'effet placebo. Et cet effet placebo existe véritablement. Mais c'est son moteur, la chose qui le fait fonctionner, c'est la suggestion. C'est l'autosuggestion dans ce cas-là. Alors, comment utilises-tu des notions comme celle-là qui appartiennent, je dirais, à l'histoire de la psychanalyse, mais dont elle considère que c'est un stade dépassé, comme les ondes, l'énergie, le magnétisme? Alors, le subconscient, on le sait, travaille aussi avec des images. C'est pour ça que l'hypnose fonctionne aussi. C'est-à-dire que oui, ça va être suggéré et à la fois le patient, en ayant un discours en tant que thérapeute artistiquement vague, va prendre uniquement ce qui va lui correspondre et va retravailler des événements douloureux, peu importe. Il va retravailler à sa manière et réécrire l'histoire par l'image. Donc, le subconscient va intégrer cette image et va faire transformer les choses à l'intérieur et donc par la suite à l'extérieur forcément. Concernant les ondes, on sait que tout vibre, tout a une vibration. Et du coup cette vibration, par le magnétisme, on nous permet en fait de recevoir l'énergie d'une personne qui reçoit simplement une énergie et qui retransmet par les mains en fait et qui va travailler cette énergie pour permettre à la personne de se sentir mieux tout simplement. Je crois qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas en fait. C'est aussi attrait aux croyances, à ce qu'on peut penser il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent énergie, il y en a qui l'appellent univers. Peu importe en fait, je pense qu'on sait tous qu'on n'est pas seul et du coup cette énergie, fonctionne. Je pense qu'il faut juste tester en fait. Voilà. C'est cette idée de... Ça marche pas seul. Voilà, exactement. C'est cette idée, si on y croit, ça risque de marcher. Si on n'y croit pas du tout, ça ne... Oui, forcément, parce que le cerveau va mettre une barrière. Oui. Et, le mental est très fort pour mettre des barrières. Il y a une histoire dans les milieux qui circule dans les milieux de l'anthropologie. Je ne sais plus exactement quel était cet anthropologue américain, mais un de ses étudiants vient lui rendre visite dans sa maison et il n'y a que des fétiches, il y a des choses qui sont utilisées dans les sorts et ainsi de suite. Et l'étudiant s'étonne quand même qu'il y ait tellement d'objets de ce type-là chez cet ethnologue. Et l'ethnologue lui dit, vous inquiétez pas, même quand on n'y croit pas comme moi, ça marche quand même. Voilà, je crois que c'est ça. Il soulignait ce qui me revient à l'esprit, je vais le dire tout de suite. C'est un collègue, c'est en Afrique, je vis dans le pays, lui aussi, nous sommes à Cotonou, nous sommes au sein du pays où est née cette religion qui s'appelle le vaudou. Le mot vaudou correspond dans la langue locale, dans le fond, correspond au mot de sacré.
Et mon collègue découvre devant sa porte, il découvre une de ces poupées voodoo que voilà, on essaie de l'envoûter. On lui a jeté un sort et il est malade pendant plusieurs mois, si ce n'est une année, alors que je dirais que dans son système de croyance, il n'y a pas de place pour cela. Mais ça marche quand même. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'on lui a jeté un sort suffit à le rendre malade. Je crois qu'on va terminer un peu là-dessus. La psychanalyse, inventée par un scientiste, un véritable, non seulement un savant, mais comme on dirait scientiste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit très très profondément à la science comme Freud, qui va avoir d'ailleurs un étudiant, un de ses disciples, Carl Jung, qui est aussi un savant. Donc Carl Jung est en fait un des inventeurs dans la psychologie de cette idée de test où on associe deux mots. Piano, la personne va répondre musique, et Jung est parmi les premiers qui voit qu'un certain nombre de gens vont dire, à qui on va dire piano, ne va pas dire musique, mais va dire père assassin, et qu'il y a là une information, comme on dit, autobiographique, qui est utilisable dans une thérapie, des choses de cet ordre-là. Mais Jung est attiré par des phénomènes comme la télépathie, l'idée d'un inconscient collectif qui nous serait transmis à travers les âges, qu'on pourrait éventuellement peut-être communiquer avec des générations précédentes, ou des phénomènes de synchronie, des choses qui sont des coïncidences, mais qui ne seraient pas de véritables coïncidences, qui auraient une véritable scientification. La psychanalyse est du côté du mesurable. Si avec tous les appareils scientifiques, si on ne mesure rien qui passe, la science, et Freud aurait dit, il n'y a rien qui passe, mais on est du côté de la suggestion qui peut marcher quand même si on y croit. Voilà. Y a-t-il encore autre chose que tu veux répondre à ce que je viens de dire là? Oui, parce que la psychanalyse utilise le mental. Oui. Oui. Alors que l'hypnose met une pause sur le mental. Mais une pause sur le mental. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste? L'inconscient, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Qui a tout emmagasiné. Oui, mais l'enfant intérieur magasiné, la psychanalyse peut le faire remonter aussi. Ça a été mon cas dans mon analyse didactique, on est remonté jusqu'au moment où je me retrouve à un souvenir pour lesquels mes parents n'ont aucun doute, parce que ma mère a des petits agendas et elle sait exactement que le jour où j'ai eu des convulsions après un voyage en avion, elle peut regarder exactement, c'est exactement 3 semaines après ma naissance. Donc je me souviens de quelque chose qui se passe à l'âge de 3 semaines, qui est revenu dans la psychanalyse, et ensuite cette remémoration qui en fait est celle que j'appelle moi le cauchemar de mon enfance, parce qu'il m'est revenu souvent, en particulier quand j'avais la fièvre. Et quand je le revis véritablement dans la séance psychanalytique, mon psychanalyste dit, je lui dis, est-ce que je revis ma naissance? Il me dit oui, alors que, ça je l'ai dit la fois précédente, alors qu'il n'était vraiment pas du genre de personne à croire à ça s'il ne l'avait pas vu. Mais bon, là, il l'a vu. Voilà. Ok. Très bien. Oui. Voilà. Je crois qu'on avance bien. J'espère que ça peut aider un certain nombre de personnes. Et nous en avons la preuve, puisque, je termine là-dessus, quelqu'un t'a appelé, on n'en dit pas plus, mais quelqu'un t'a appelé à la suite de la vidéo précédente. Voilà. Alors à bientôt, nous allons continuer notre série, et j'espère qu'on vous retrouvera nombreux pour continuer à regarder les épisodes qui vont suivre. Voilà, à bientôt. À bientôt.